Bonsoir à tous, je m'appelle Eric Biantoidi, je suis journaliste. Ça fait plusieurs années que je me pose la question de savoir quel est le vrai problème qui règne entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. J'ai y interrogé un expert, un professeur de l'université qui nous a expliqué pour ceux qui sont anglophones les conflits entre la RDC et le Rwanda. La plupart d'entre vous, vous avez suivi le président Paul Kagame qui a donné une interview à Jeune Afrique. Il a expliqué à Jeune Afrique la raison du soutien pour M23, pourquoi il soutient le M23 et pourquoi son armée est au Congo. Parmi ces raisons, le président Paul Kagame a dit à l'opinion nationale et internationale que le Congo appuyait les FDLR. Les FDLR, ce sont ces rebelles que le Rwanda traite de génocidaires qui ont participé au génocide du Rwanda et ils se sont réfugiés au Congo. Et le président Paul Kagame dit, pour que le Rwanda soit en paix, pour que le Congo aussi puisse trouver sa tranquillité, il faudrait que ces problèmes de FDLR soient traités. Aujourd'hui, je vous amène un invité spécial. Il va s'expliquer, il va se présenter pour que vous compreniez qui est la personne avec qui nous échangeons aujourd'hui. Je pense que la personne est mieux placée. Nos recherches nous ont dit que c'était une personne très fiable qui peut vous expliquer le vrai problème qui existe entre le Rwanda et la RDC. Mais aussi, nous allons lui poser la question de savoir est-ce que le propos de Paul Kagame, le président rwandais, est-ce que c'était vraiment la vraie raison qui fait que les troupes rwandaises puissent entrer de temps en temps au Congo pour perpétrer des fois des crimes que l'armée gouvernementale condamne. Je suis un journaliste. Mon travail, c'est de poser des questions et d'obtenir des réponses, comme je l'ai fait avec l'intervenant qui a parlé en anglais. La même chose, je vous amène ces nouveaux intervenants. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir accepté malgré vos programmes. Nous avons eu du temps à vous convaincre, à nous parler, à nous expliquer la situation qui prévaut en RDC, à la frontière entre le Rwanda et la RDC. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs qui vous êtes? Merci beaucoup, Monsieur Eric Biantoidi. Effectivement, je suis un ancien diplomate rwandais. J'ai été dans plusieurs postes diplomatiques et j'ai fini ma carrière, parce que j'ai déjà un certain âge quand même, à Paris, juste après ce qu'on appelle le génocide du Rwanda de 1994. Et depuis, je me suis spécialisé vraiment dans les questions justement concernant notre région. Pas seulement le Rwanda, parce que ce qui se passe, vous avez parlé de la RDC, la République démocratique du Congo, mais malheureusement, ça a comme source le pays dont je suis ressortissant, dont je suis originaire, parce qu'aujourd'hui je vis en France et je suis meurtri par le fait que le peuple du Rwanda est aujourd'hui le plus haï dans la région des Grands Lacs. Tout simplement parce que depuis 30 ans, l'homme qui dirige le Rwanda s'est spécialisé en massacres, en crimes de toutes sortes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, qui ont été rapportés et documentés par plusieurs rapports des Nations Unies, des ONG chargées des questions humanitaires et d'autres groupes de spécialistes qui ont, y compris d'ailleurs
les différents rapports des experts des Nations Unies. Malheureusement, le Rwanda est devenu, comme quelqu'un l'a dit, l'épicentre de tous les malheurs qui sont tombés sur la région des Grands Lacs depuis bientôt 30 ans, sinon plus. Et donc, le président Paul Kagame, qui est en même temps l'auteur, l'initiateur de tout ce qui s'est passé dans cette région depuis 30 ans, et qui est accusé par de multiples rapports internationaux, des rapports des pays voisins, justement pour les différents crimes que son armée a commis, eh bien, il ne peut pas dire autrement. Il doit tout faire pour essayer de se protéger, de mettre tous les crimes sur le dos de quelqu'un d'autre, comme il l'a fait d'ailleurs pendant la guerre du Rwanda de 1990 à 1994. C'était toujours le régime de Habyarimana, c'était toujours les miliciens du parti au pouvoir, alors que lui massacrait les populations partout où son armée passait, c'est-à-dire depuis la frontière ougandaise jusqu'à Kigali et et après, il a poursuivi jusqu'au Congo. Donc, ce que Paul Kagame, même si je ne me souviens pas exactement les termes qu'il a utilisés, mais je pense qu'il a toujours tendance à rejeter la faute aux anciens militaires rwandais de l'armée vaincue de 1994, vaincue, qu'il a poursuivi et qu'il a massacré, presque exterminé en RDC, comme son conseiller spécial, aujourd'hui ministre de la Coopération, M. James Kabarebe, qui a été d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le chef d'état-major de l'armée rwandaise. À un moment donné, il était aussi chef d'état-major de l'armée congolaise, après la première invasion du Congo par le Rwanda et ses supplétifs. Donc cela, ce sont des choses, ce sont des faits. Il peut dire tout ce qu'il veut, mais les faits sont écrits et ils sont têtus. Comme il l'a dit un jour d'ailleurs lui-même en français, les seuls mots qu'il parle en français, c'était les faits sont têtus. Eh bien, on peut poursuivre, on peut aborder les différentes époques concernées par notre survol historique. Eh bien, je vous démontrerai pourquoi Paul Kagame n'a pas raison et pourquoi il ment, en fait, même si on n'aime pas que les analystes utilisent ce terme s'agissant des chefs d'État, mais nous devons les utiliser malheureusement. Lorsque quelqu'un ment, qu'il soit chef d'État, qu'il soit le pape ou qu'il soit le président de tel pays ou le roi de tel autre pays, nous devons dire qu'il a menti, qu'il n'a pas dit la vérité en tout cas. Voilà pour commencer. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour ces informations que vous venez de nous donner. Vous savez, vous êtes un ancien diplomate. Ces informations sont cruciales pour la RDC et aussi cruciales pour le Rwanda qui nous écoute en ce moment. Aujourd'hui, vous êtes rwandais, vous connaissez votre pays. Aujourd'hui, vous êtes contre ces actions que le gouvernement rwandais entreprend en RDC. La RDC et le Rwanda a toujours été en parfaite relation. La plupart des gens disent que le peuple rwandais n'a pas de problème avec le peuple congolais, mais c'est la politique du Rwanda qui a un problème pour le peuple congolais, pour le gouvernement congolais. Monsieur l'ambassadeur, le président Paul Kagame insiste sa présence en République démocratique du Congo, c'est parce que la RDC garde, sécurise et protège des FDLR, ces génocidaires qui ont commis des crimes au Rwanda, qui sont venus se cacher au Congo. Il y a plusieurs personnes au Congo qui sont décédées à cause de ces problèmes. Jusqu'à présent, le sang ne fait qu'écouler. Il y a des rapports, il y a des journalistes qui ont enquêté, il y a des sujets qui se sont développés, il y a des mystères derrière tous ces faits. Prenons un exemple simple. Lorsque le génocide a commencé au Rwanda,
le président Paul Kagame avait quel âge? Et la plupart de ces généraux, ces génocidaires qu'on a attrapés partout, la plupart d'entre eux, on les a attrapés à un âge très avancé. Est-ce que aujourd'hui, si on doit faire un calcul simple, on peut dire que si ces génocidaires-là ont commis des crimes au Rwanda, avec ces 30 années qui sont passées, aujourd'hui, on peut dire que ces génocidaires-là, c'est plus de jeunes. Je pense qu'on peut dire que ces personnes-là sont âgées, ils n'ont plus de force pour aller se battre, pour soulever des armes ou pour avoir l'énergie pour aller renverser le pouvoir de M. Kagame. Est-ce que on peut dire que pour le président Paul Kagame, ce n'est que l'alibi de dire que je viens pour attraper ceux qui ont commis des génocides? Parce que ces gens-là, la plupart d'entre eux, ils sont fatigués, ils sont déviés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que M. Kagame se bat contre le petit-fils des génocidaires? Parce que la génération a passé. Ça fait 30 ans que ces gens sont partis du Rwanda. Est-ce que 30 ans après, ces personnes constituent toujours une menace pour le Rwanda, vraiment? C'est là le premier mensonge de Paul Kagame en réalité. D'abord parce que les FDLR, ceux qu'il appelle les FDLR génocidaires, ne sont pas des génocidaires. Ça, c'est ce qu'il a fait courir comme campagne depuis 30 ans. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est qu'en 1994, l'armée rwandaise est vaincue par les troupes du FPR, aidées par l'Ouganda, aidées par les États-Unis d'Amérique qui lui fournissent la logistique, aidées par l'Angleterre, aidées par beaucoup d'autres pays de la région ou d'ailleurs, qui lui ont fourni les moyens, qui lui ont fourni la logistique, qui lui ont fourni les moyens, plutôt l'argent nécessaire pour s'équiper, alors que l'armée rwandaise était sous embargo des Nations Unies depuis octobre 1993. Et donc, quand l'armée rwandaise a été subitement attaquée, lorsqu'on a assisté à l'assassinat du président Habyarimana et de son homologue burundais, Ntaryamira Cyprien, la guerre a repris. Dans la même nuit, le FPR, surprise, a déclenché l'attaque généralisée sur tous les fronts. Alors qu'il y avait cessé le feu, en fait, la guerre a été terminée depuis la signature de l'accord de paix d'Arusha en août 1993. Donc, nous, on s'attendait à la mise en place d'un nouveau gouvernement et le président Habyarimana devait rentrer de Dar es Salaam le 6 avril. Il devait arriver à Kigali le même soir et mettre en place le gouvernement d'union nationale au sein duquel devait se retrouver le FPR au niveau du gouvernement, justement, au niveau du Parlement, au niveau de l'armée. Il y avait la signature d'un accord qui prévoyait le partage du pouvoir à tous les niveaux. Mais Kagame ne voulait pas entrer dans ce gouvernement. Il voulait prendre le pouvoir par la force. Et cela, il l'a dit à plusieurs personnes, notamment à celui qui était le chef de la mission des Nations Unies au Rwanda, le général Dallaire, un Canadien, qui était allé le voir et le supplier en avril 1994, le supplier à son quartier général de Mulindi d'arrêter la guerre pour qu'on arrête les massacres. Kagame lui a dit, vous avez mal compris, ce n'est pas mon objectif c'est de prendre Kigali, de prendre le pouvoir et de massacrer ces gens-là. Et c'est ce qu'il a fait. L'armée rwandaise qui a traversé la frontière congolaise à partir déjà du mois de juin, pour ceux qui étaient à Gisenyi ailleurs, à Tchangougou, eh bien, elle n'avait pas les moyens. Sauf qu'après, évidemment, c'était un flot. Il y avait plus de 2 500 000 réfugiés rwandais, y compris l'armée. Tout le monde est parti du Rwanda parce que le FPR derrière suivait en massacrant. Parce qu'il avait les moyens. Le FPR n'a jamais été soumis à l'embargo sur les armes, alors que l'armée rwandaise n'avait plus de munitions, n'avait plus de moyens. La vie était arrêtée à Kigali.
Ça a été un complot international. Eh bien, donc, de tous ces gens-là, il y avait quelques milliers de militaires. Et ce qu'il faut préciser, c'est que l'armée rwandaise n'a jamais été considérée comme une armée génocidaire. Parce que pendant 3 mois, elle se battait contre les troupes du FPR. Sauf que certains d'entre eux, qui venaient de perdre aussi dans l'attentat contre le président Habyarimana, certains d'entre eux en voulaient vraiment à ceux qu'ils appelaient les complices. C'est-à-dire, malheureusement, les Tutsis, à partir de Kigali et ailleurs, étaient considérés par ceux qui étaient furieux d'avoir perdu et leur président et leur chef d'état-major Hutu. Ils ont dit, ce sont les Tutsis qui sont à la base de cette action, et donc nous allons nous venger. Et certains l'ont fait. Mais l'armée en général était dans les tranchées, en train de subir le feu de l'ennemi. Et l'armée, la preuve d'ailleurs, c'est que même le tribunal pénal international pour le Rwanda n'a jamais accusé l'armée rwandaise d'être une armée de génocidaires. Ils ont arrêté certains d'entre eux qui avaient des responsabilités directes ou indirectes, ou alors qui ont été condamnés pour leur responsabilité politique en tant que chef de cette armée-là. Mais ce n'est pas une armée génocidaire. On peut compter sur si l'armée rwandaise avait participé au génocide directement, Kagame aurait pris le pouvoir à moins d'1 mois. Ils étaient là à lui résister. Sauf que, selon la stratégie du FPR, tous ceux qui ont résisté au FPR, tous ceux qui n'ont pas laissé le FPR passer pour prendre le pouvoir en 15 jours, en fait, tous ceux qui ont pu éventuellement tuer des militaires du FPR au front, pour Kagame, ce sont des génocidaires. C'est ça le problème. Mais quand vous lisez tous les rapports du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui avait son siège à Arusha, quand vous lisez donc les rapports de ce tribunal, quand vous lisez les rapports des autres organisations internationales, Human Rights Watch, quand vous lisez même la FIDH, les rapports qu'ils ont faits en 1994, même pendant les massacres, vous vous rendez compte qu'en fait, le FPR a menti à tout le monde. Parce que depuis 1990, lorsque Kagame est entré au Rwanda avec ses troupes, alors le général Kabarebe nous dit, dans une déclaration récente d'ailleurs, publique, il a dit, lorsque nous avons commencé à avancer vers Kigali, en 90 déjà, 91, le major Paul Kagame nous a dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, nous sommes une armée de tueurs. Il a appelé ça killing machine. Nous sommes une machine à tuer. Il ne faut rien laisser sur notre passage. C'est le général Kabarebe qui nous l'a dit récemment à la télévision rwandaise. Est-ce que vous avez le lien ou vous pouvez nous partager ça? Là, je peux l'avoir, mais je ne l'ai pas tout de suite sur place. Je pourrais vous l'envoyer après. Et d'ailleurs, je l'avais traduit en son temps en français pour le public congolais et francophone en général. Et donc, nous avons fait une étude à travers tous ces rapports. Donc, à partir du premier rapport, moi-même qui vous parle, le 20 septembre 1994, alors que j'étais à Kigali comme ministre des Affaires étrangères, l'ancien secrétaire général adjoint Kofi Annan, qui était accompagné du directeur Afrique du HCR, accompagné du représentant du HCR à Kigali, et un de ses adjoints, accompagné d'autres personnes, eh bien, ils m'ont accompagné du patron de la fameuse minoire, mais le patron civil, c'était un Pakistanais d'ailleurs, eh bien, ils m'ont apporté un rapport qui découlait d'une enquête faite par un Américain qui s'appelait Robert Gersony. C'était un spécialiste des rapports sur le génocide, sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Il avait fait les mêmes enquêtes en Somalie et ailleurs, en Ouganda aussi. Ils m'ont apporté un rapport qu'il venait de terminer depuis le mois de juillet, donc juillet, août, septembre 1994. En ce moment, les militaires rwandais sont déjà à l'extérieur.
il n'y a que le FPR qui a occupé déjà presque 90% du territoire rwandais, sachant que 3 préfectures sur 10, Cyangugu, c'est la photo que vous voyez derrière moi, c'est chez moi, à la frontière avec le Congo. Kibuye, c'est au centre ouest et sud du Congo. Dans ces 3 préfectures, il y avait la mission turquoise, c'est-à-dire les Français, qui avaient été dépêchés par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité, pour sauver le peu de Tutsis qui restaient, même s'il y avait encore beaucoup. Et dans les 3 préfectures, ils ont fait un travail formidable. Ils ont sauvé des dizaines de milliers de Tutsis qui risquaient de perdre la vie aussi. Parce qu'il ne faut pas non plus cacher la vérité. Les Tutsis ont été tués. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que Kagame, pendant ce temps, et même avant même le début du génocide contre les Tutsis, Kagame avait commencé son génocide depuis longtemps. C'est contenu dans ses rapports. Et le rapport dont je fais allusion, celui de Robert Garsoni, c'était un rapport d'à peu près 40 pages, je crois, eh bien, le secrétaire général adjoint Kofi Annan me l'a remis et il m'a dit, vous savez, monsieur le ministre, si vous n'arrêtez pas ceci, vous allez être accusé, vous, votre gouvernement, de génocide, comme les anciens. Parce que le rapport disait effectivement que l'armée de Kagame était occupée à massacrer et à exterminer les Hutus dans le territoire de 3 préfectures seulement pris comme échantillon. Mais que cela pouvait être dit aussi et étendu à l'ensemble du territoire rwandais. Ce rapport, il a été mis dans les tiroirs des Nations Unies pour protéger le FPR. Et lorsque le président Bizimungu, à l'époque, est allé à Washington pour essayer d'obtenir gain de cause, effectivement, il a dit aux Américains, écoutez, si on déclare que nous avons commis un génocide, ça veut dire que nous allons être chassés du pouvoir et que le Rwanda sera déstabilisé. Aidez-nous à faire disparaître ce rapport. J'étais assis à côté du président du régime Kagame à l'époque. Et le secrétaire d'État adjoint, M. Mousse, lui a dit, Monsieur le Président, nous voulons bien vous aider. Mais alors arrêtez ce génocide, parce que pour nous, vous êtes en train de commettre un génocide. Une fois encore, je vous le dis, j'étais à côté du président Bizimungu. Et j'ai écrit là-dessus d'ailleurs, j'ai fait des rapports là-dessus, je suis allé le répéter au tribunal pénal international pour le Rwanda. Je l'ai dit aussi dans plusieurs réunions ou colloques. Le Rwanda ne peut pas justifier ça, plutôt le contredire parce que j'ai le rapport. Oui, c'est bien écrit qu'il s'agissait d'un génocide. Et c'était une délégation des enquêteurs du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Si on ne croit pas à ce genre de rapport, on croit à quoi? Quelques temps après, en avril 1995, le FPR massacrait des dizaines de milliers de déplacés intérieurs, des Hutus qui ne pouvaient pas aller au Congo, qui sont restés dans le pays et qu'on avait regroupé, les Nations Unies les avaient regroupés dans un centre pour personnes justement craignant pour leur vie. Le FPR, un certain 22 avril 1995, il a envoyé des troupes, ils ont encerclé le camp de Kibero. Ils ont passé la nuit à tirer à la mitrailleuse, au canon. Les rapports sont là. Là aussi, j'aimerais... Est-ce que vous pouvez nous partager ces rapports-là? Tout à fait. Non, je vous enverrai tout. Pour qu'on puisse les lire aussi. Après ça, vous me direz quel rapport vous voulez. Je vous enverrai tout ça. J'ai tous les documents et qui sont connus de toute façon par le moindre Rwandais, sauf que ceux qui l'ont fait sont toujours au pouvoir. Après 1995, ils ont continué partout dans le pays. Les rapports Human Rights, la Fédération internationale des droits de l'homme et beaucoup d'autres organisations.
la Croix-Rouge internationale, la Minoire, les troupes de la Minoire qui étaient sur place, qui ont assisté à ce massacre. Et puis l'année prochaine, là, plutôt l'année suivante, en 1996, vous le savez aussi, puisque c'est cette année que Kagame a décidé d'envoyer ses troupes au Congo. Vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, soi-disant pour aller aider Kabila à changer le pouvoir de Mobutu, Kagame a toujours dit oui, il fallait que Kagame, plutôt que Mobutu, quitte le pouvoir parce qu'il abritait les Interahamwe. Les Interahamwe, dans la bouche de Kagame, ça veut dire tous les Hutus. Même au Rwanda, lorsqu'il est fâché, il le dit. Donc, 85% de la population pour Kagame, ce sont des génocidaires. Par contre, il y a des lois qui le protègent et qui protègent son armée, parce qu'au Rwanda, si vous dites que le FPR a tué un seul Rwandais, vous relevez du crime de négationnisme. C'est écrit dans une loi quelque part aussi. Incroyable que cela est vrai. On n'a pas au Rwanda le droit de dire que l'armée de Kagame a massacré des populations. Si vous dites que l'armée rwandaise a massacré des Congolais, dont nous savons très bien que le rapport Mapping a documenté des millions de morts, de Congolais, mais aussi des centaines de milliers de réfugiés Hutus, c'est-à-dire plus de 300 000. Hein. Ça, c'est ceux qui ont été recensés par le rapport Mapping. Si vous dites cela, vous êtes coupable du crime de négationnisme. Et ça va chercher dans la perpétuité, croyez-moi. Donc, tout ce que Kagame dit, c'est pour essayer de couvrir tous ces crimes-là. Mais avant même d'en arriver là, parce qu'il y a d'autres rapports, le tribunal pénal international avait été créé, rappelez-vous, en novembre 1994, c'est-à-dire 4 mois après le seul qui a été considéré, alors que pour nous, pour les victimes Bahutu, eh bien, ils ont subi aussi un génocide commis par l'armée rwandaise de Paul Kagame. Eh bien, ce tribunal était censé juger tous les criminels de tous bords, des deux côtés. C'est écrit dedans, dans les statuts de ce tribunal. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que à un moment donné, quand le tribunal a commencé à faire les enquêtes, ils ont commencé bien sûr par les enquêtes sur le massacre des Tutsis. Et quand ils ont vu qu'ils étaient suffisamment avancés, ils ont commencé aussi des enquêtes sur les massacres des Hutus. Et quand le rapport était terminé, bien sûr, en ce moment-là, les présumés génocidaires contre les Tutsis étaient déjà à Arusha, au tribunal, et le procès avait commencé. Et quand le procureur du TPIR était à La Haye, Mme Carla Del Ponte, quand il a reçu le premier rapport global, mais détaillé, en ce moment-là, moi, j'étais déjà en France et je présidais une organisation qui s'appelait AGIR, Action pour une justice internationale impartiale pour le Rwanda. Et donc, lorsqu'elle a reçu ce rapport, elle a cherché à aller plus loin. Elle a annoncé qu'elle allait entamer des poursuites contre les officiers du FPR dont elle avait la liste, puisque tout a été documenté. Les enquêteurs internationaux qui n'étaient pas des Rwandais, c'était des Canadiens, c'était des Maliens, c'était des Congolais, il y avait un Congolais, je pense. Eh bien, lorsqu'ils ont remis le rapport, Kagame est devenu fou de rage. Il est allé exiger la révocation de la procureure, Mme Carla Del Ponte. Et pour finir, elle y est arrivée. Mme Carla Del Ponte elle-même elle a donné son témoignage, comment cela s'est passé, comment, lorsqu'elle est allée à Kigali, elle a été menacée par Kagame, et qu'il allait probablement la tuer, etc., etc. Eh bien, elle a été destituée et changée de poste, et on a mis un procureur soumis aux Nations Unies, qui n'était pas indépendant, M. Jallo, de nationalité gambienne. Vous savez, il s'est passé beaucoup de choses.
le rapport sur l'assassinat du président Habyarimana, qui était fait par un Australien, eh bien, ce rapport, il a été envoyé à New York. Et le monsieur qui avait fait ce rapport, il a été aussi chassé de son poste. Ouais, parce qu'on ne voulait pas que la vérité sorte. On ne voulait Vous pas. avez son nom, monsieur l'ambassadeur? Est-ce que vous avez le nom de ce monsieur qui a fait ce rapport? Oui, c'est monsieur Horrigan. Bon, ça s'appelait affidavit parce que ça avait la formule d'affidavit. Il a signé lui-même, il a fait ses enquêtes, il avait les noms des personnes qui ont assassiné le président. Et j'allais dire, l'escadron de la mort qui a utilisé les missiles qui ont abattu l'avion du président, M. Horrigan, les avait. Il a transmis ce qu'il devait transmettre. Ensuite, il a été convoqué par la procureure du TPR avant Carla Del Ponte, qui à l'époque était Madame Louise Arbour. Madame Arbour lui a dit, Monsieur Horrigan, ne touchez plus à ce dossier. Repartez et on vous donnera la suite. Entre-temps, bien sûr, il a été chassé de son poste. Pour vous dire que Kagame, ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme qui a travaillé pour les grandes puissances, qui voulait absolument déstabiliser notre région. Je ne comprends pas pourquoi la mort de centaines de milliers, voire de millions de Congolais ne leur dit rien. Eh bien, Kagame s'en est sorti tout le temps. Le rapport mapping. Le rapport mapping, c'est-à-dire ce rapport qui a été fait pendant 8 ans sur tous les crimes commis en RDC de 1993, c'est ça, 1993 à 2003. Une grande équipe, mais cette équipe d'enquêteurs suivait un autre enquêteur, M. Garleton, qui est d'Amérique latine, qui avait fait deux rapports aussi, en concluant que l'armée rwandaise et ses alliés de l'AFDL d'ailleurs ont commis un génocide contre les Hutus, c'est-à-dire les réfugiés rwandais Hutus, mais aussi les Hutus congolais du Nord Kivu, qui ont été, mais alors, vraiment presque exterminés en ce moment-là. Quand vous rencontrez quelqu'un de là-bas, il vous dira, moi j'ai perdu mon père en 1996, 17 et suivant. C'est la réalité. Le rapport est sorti le 1er octobre 2010. Et si je vous disais tout ce que Kagame a fait pour que ce rapport ne sorte jamais, heureusement, nous avions aussi des gens courageux aux Nations Unies qui ont dit non, non, le rapport doit sortir. Mais il a exigé que la formulation change à l'intérieur de ce rapport. Parce qu'il y avait plusieurs mentions de génocide, il a exigé qu'on mette que ces crimes pouvaient éventuellement avoir une connotation de génocide, sans affirmer. Alors que dans la première version que nous possédons, que nous avions eue à travers des fuites de Genève, eh bien, c'était vraiment une accusation de génocide. Donc voilà, un chef d'armée qui a exterminé une partie de la population rwandaise depuis 1990 jusqu'en 1994, qui a déclenché d'ailleurs le génocide de 1994 en faisant abattre l'avion du président Habyarimana. Je ne dis pas que cela justifie les massacres qui ont suivi cet attentat terroriste d'ailleurs, parce que ça aussi c'est un crime que la justice internationale a refusé tout simplement de poursuivre, parce que abattre un avion civil, c'est un crime de terrorisme international. Et quelques temps après, lorsque le Premier ministre libanais a été tué, rappelez-vous, ça a été un branlement de combat, la communauté internationale s'est levée, il faut absolument trouver celui qui l'a fait, alors que pour deux chefs d'État, du Rwanda et du Burundi, on a fermé la page et on est passé au suivant. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible et c'est ça qui vous explique en fait pourquoi Kagame ne peut jamais accepter que son armée soit responsable de quoi que ce soit. Pour lui,
les Congolais qui ont été tués entre 1996 et 2003, les millions de Congolais qui continuent de mourir aujourd'hui parce que l'attaque du M23, après celle du M23-1 en 2012-13, après celle du CNDP, après celle de RCD Goma, RCD Bukavu, RCD je ne sais quoi, après les massacres de l'AFDL et du FPR, pour Kagame, ce n'est pas lui le responsable. Ce sont les Congolais qui sont responsables parce qu'ils ont reçu des réfugiés rwandais. C'est la France qui serait responsable parce qu'ils prétendent que l'armée française de turquoise aurait permis aux criminels de fuir le Rwanda et de se réfugier au Congo. J'étais au Rwanda, je peux vous en parler. Il n'en a jamais été question. Le gouvernement de 1994, après la fuite de l'armée rwandaise de l'époque, a même écrit une lettre officielle pour remercier la France d'avoir sauvé autant de Tutsis. C'est le seul pays au monde, même si aujourd'hui les dirigeants français parfois font semblant de préférer construire des relations avec Kagame et laisser leur armée insulter ou alors permettre à certains de considérer que la France a participé au génocide alors que la France n'avait pas d'armée au Rwanda lorsque le génocide a été commis. Eh bien, donc, c'est soit Mobutu, soit les Français, pour parler de turquoise française. Eh bien, elle est arrivée le 23 juin 1994, à la fois à Tchangougou, donc à partir de Bukavu, et à Gisenyi à partir de Goma. En ce moment-là, moi, par exemple, ma famille était à Bukavu depuis 2 mois. Les Rwandais n'ont pas attendu la turquoise pour sauver leur vie, parce qu'ils savaient ce qui se passait. Parce que les Rwandais venus de l'autre côté, du nord du Rwanda, de la préfecture de Djouba à la frontière ougandaise, dont beaucoup ont été massacrés d'ailleurs par le FPR sur leur route vers l'exil. Mais heureusement, il y en a qui sont restés en vie, qui sont arrivés chez nous et qui ont dit « c'est terrible ce qu'on nous fait, nous avons perdu ». Un disait « j'ai perdu toute ma famille », l'autre disait ma soeur, mon frère », eh bien, qui a fait fuir tous les gens des autres préfectures, du sud-ouest surtout, et du nord-ouest vers le Congo. Donc, lorsque les Français sont arrivés, 80% des réfugiés rwandais en RDC étaient déjà passés. Donc, la France n'a pas fait. D'abord, en disant que la France ou les groupes de turquoise auraient laissé passer des criminels, dites-moi, M. Bianturdi, franchement, vous voyez des jeunes Français, parce que la plupart avaient 19, 20 ans, ils n'avaient jamais mis les pieds en Afrique. Ils avaient bien sûr des officiers, mais des officiers qui eux-mêmes ne connaissaient pas le Rwanda. Ils arrivent à la frontière entre le Rwanda et le Congo, le Zaïre de l'époque. Ils ne sont pas venus comme une force devant rendre justice. D'abord, justice pour qui et contre qui? Ils ne connaissent pas les Bahutus, ils ne connaissent pas les Batutsis. Ils viennent, tout ce qu'ils veulent, c'est pénétrer dans les zones qu'on leur a assignées pour sauver les gens qui se cachent. Ce n'est pas pour commencer à arrêter les ministres, pour arrêter les députés, pour arrêter les je ne sais qui. Et comment les auraient-ils reconnus d'ailleurs? Pour arrêter les militaires? Mais attendez, on ne fait pas comme ça. Ils ne sont pas venus au Rwanda pour arrêter qui que ce soit. Ce n'était pas leur mission. S'ils avaient essayé, je puis vous l'assurer, d'arrêter les militaires rwandais, ceux qui étaient encore au Rwanda, eh bien, ils se seraient défendus. Et Turquoise aurait perdu tout son sens. Parce que, bien sûr qu'ils étaient mieux armés, mais leur mission, ce n'était pas de se battre contre l'armée vaincue, ni contre l'armée du FPR, ce qu'ils n'ont pas fait, sauf une fois où le FPR a failli traverser la ligne rouge qu'on leur avait montrée, donc que le FPR ne pouvait pas dépasser. Donc, en d'autres mots, il y a un cumul de mensonges que Kagame utilise, sert, recycle, mais qui ne tiennent pas. Sauf que nous n'avons pas le droit de parler ou de le contredire.
Nous avons plusieurs organisations qui ont fait des recherches. On parle du génocide des Tutsis. Moi, je peux le confirmer parce que même si je suis sociologiquement de l'ethnie Hutu, mais une partie de ma famille est constituée de Tutsis. Et beaucoup ont été tués en 1994. Mais il y a aussi des Hutus de ma famille qui ont été tués par Paul Kagame, ou des amis, ou des familles entières d'amis. Donc, on ne peut pas me demander de voir une partie de mes compatriotes et de fermer les yeux sur les autres victimes. Ça, jamais. Puisque nous parlons de la RDC, moi, je suis un ancien du Congo. Je n'ai jamais été réfugié au Congo, mais j'ai vécu dans ce pays. D'abord, pendant mon enfance, je vous ai dit que j'habite à la frontière. Là où vous voyez, là, sur les collines derrière moi, il y a 3 km du pont de la Rusizi. Donc, c'est là que j'allais à la messe quand j'étais petit, à la cathédrale de Bukavu, ou au collège Notre-Dame de la Victoire. C'est là que j'avais mon médecin, puisqu'on n'avait pas de médecin sur place à l'époque. C'est là que toute ma vie se passait. Puis ensuite, j'ai eu aussi la chance d'aller poursuivre mes études à Kinshasa. C'est là que j'ai fait mon droit à l'université de Kinshasa, à Alvanium, le mot en bas. Donc, je suis quand même attaché aussi à ce pays, très attaché. Très attaché à la RDC. Je ne supporte pas que le pays dont je suis originaire attaque le Congo. Le Congo qui a tout fait, qui a tout donné aux Rwandais. Que ce soit les anciens réfugiés, que ce soit nous qui allions pour faire nos études, avec la bourse de notre gouvernement ou d'autres organisations internationales. Donc aujourd'hui, on nous dit, mais vous êtes en train de critiquer votre pays, de condamner... attendez, non, nous ne critiquons pas notre pays, nous critiquons un régime de prédateurs qui tue nos voisins, qui tue nos oncles, qui tue nos neveux, qui tue les beaux-parents de nos frères. Parce que Bukavu et chez moi, il y a des intermariages que vous ne pouvez pas imaginer. Et même s'il n'y avait pas ça, nous parlons d'êtres humains, nous parlons de voisins. Le Rwanda et le Congo seront toujours voisins. Mais Kagame, il s'en fout. Il utilise le terme qu'il aime utiliser parce qu'il dit souvent « I don't care ». Quand vous lui dites, mais pourquoi vous avez fait ceci? Un journaliste anglais lui avait dit, mais pourquoi vous avez abattu l'avion du président de la République à Yarimana? Il a essayé d'arguer et puis il a dit, I don't care. I don't care, ça veut dire, je m'en fous. On lui dit, mais pourquoi vous avez assassiné tel opposant? Il essaie d'expliquer et à la fin, il dit, I don't care. Nous, we care. I care. Lorsque le pays dont je suis originaire va tuer des Congolais, moi je dis que c'est une façon de condamner mon peuple à vie, à la haine. Même si on dit, même si le président Tshisekedi a dit que les Rwandais n'étaient pas les ennemis des Congolais, je veux bien, c'est une façon diplomatique de le dire. Mais en réalité, Monsieur le Président Tshisekedi, je vais vous dire, peut-être que vous n'écoutez pas les radios ou les chaînes congolaises. Les agressions contre le Congo ont créé une haine inexpugnable contre les Banyarwanda. Beaucoup ne savent pas distinguer d'ailleurs qui sont les Banyarwanda, qui sont les Bahutus du Nord Kivu, qui sont les Tutsis du Kivu, de Mulenge. C'est tout ce qui regarde le Rwanda, pour beaucoup, pour certains en tout cas, c'est des ennemis. Moi, je ne souhaiterais pas qu'il en soit ainsi. Mes camarades et moi, parce que nous avons des organisations vraiment qui luttent pour le rétablissement de la paix dans notre région. D'ailleurs, je suis président et gérant d'une chaîne YouTube qui s'appelle La Voix des Grands Lacs. Et notre objectif, c'est de contribuer au retour de la paix dans notre pays et surtout à lutter contre l'impunité dont Paul Kagame et les siens jouissent. Parce qu'il tue au Rwanda. Si vous le dites, vous êtes un négationniste, il massacre des millions de Congolais. Si vous le dites, vous êtes un négationniste, il tue des Burundais. Il menace
et chef d'État de la région. Il a une fois menacé le président Kikwete de Tanzanie. Il a dit, écoutez, Kikwete, je vais le frapper et ne saura jamais d'où est venu le coup. Il a dit publiquement, nous avons les vidéos. Le président burundais Nkurunziza, c'était la même chose. Il l'a traité de moron, il l'a traité de stupide, publiquement. En parlant de notre chef d'État du pays voisin, le plus proche d'ailleurs, le Burundi. Paul Kagame a massacré, assassiné plusieurs de ses anciens camarades, dont le premier, il faut le dire, l'ancien chef du FPR, celui qui a conduit, qui a traversé la frontière avec les troupes du FPR, le général Fred Rwigema. Kagame l'a fait abattre, avec l'aide d'ailleurs du président Museveni, c'est connu aujourd'hui. Il a tué tous les officiers qui conduisaient la guerre avant lui-même de prendre la tête de cette armée. Il a continué comme ça, donc il n'a pas tué que les Hutus d'ailleurs, il a tué beaucoup de ses camarades Tutsis de l'armée du FPR. Il en a assassiné à l'extérieur, rappelez-vous, au Nouvel An 2013-2014. Il a envoyé des tueurs en Afrique du Sud et qui ont assassiné son ancien chef de renseignement extérieur, le colonel, Patrick Karegeya. Il a essayé d'assassiner le général Kayumba Nyamwasa, qui s'en est tiré avec plusieurs balles dans le ventre. Il a assassiné le premier ministre de l'Intérieur du Rwanda, qui était membre du bureau politique du FPR de Kagame. Il l'a fait assassiner à Nairobi. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites par rapport à tous ces assassinats qui ont stipulé que c'est le président Paul Kagame qui était l'auteur de ces crimes? Alors, des enquêtes ont été faites, notamment pour le dernier que je viens de citer, M. Seth Sendashonga, qui était donc le ministre de l'Intérieur de Kagame, qui était son collègue, parce que Kagame, quand il allait à Nairobi, M. Seth Sendashonga travaillait aux Nations Unies à Nairobi, avant de prendre le pouvoir. Lorsque Kagame allait à Nairobi, il dormait chez Seth Sendashonga. C'est l'épouse de l'infortuné qui nous a raconté ça. Donc, des enquêtes ont été faites. On s'est rendu compte que les tueurs de Seth Sendashonga étaient dirigés par un diplomate de l'ambassade rwandaise à Nairobi, qui a été pris en flagrant délit. Et lorsque la famille de Seth Sendashonga a demandé une enquête, plutôt un procès, eh bien, le diplomate a été exfiltré et retourné au Rwanda. En Afrique du Sud, il y a eu un procès pour l'assassinat du colonel Karegeya. La justice sud-africaine a conclu que c'était un complot ourdi par Kagame et que le coup avait été fait par des tueurs envoyés par Kagame du parti de Kigali et qui sont repartis aussitôt l'assassinat accompli. On a les noms. Nous-mêmes, nous sommes menacés tous les jours d'assassinats, menacés, peut-être tentés même. Il y a des tentatives. Plusieurs pays ont prévenu des Rwandais que le gouvernement de Kigali essayait de les assassiner. En Belgique, l'ancien Premier ministre, celui qui vient de décéder malheureusement, Faustin Twagiramungu, il a été prévenu par le gouvernement belge qu'il y avait des tueurs à Bruxelles pour l'assassiner. En ce moment-là, il y a quelques années, le gouvernement belge lui avait donné une Jeep blindée ou une voiture blindée avec des gardes qui restaient chez lui tout le temps. Alors moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi ils ne poursuivent pas le FPR? Plutôt que de garder la victime menacée, bon, le gouvernement belge aurait dû s'en prendre au FPR qui vient violer la sécurité des gens qui habitent dans ce pays. En Angleterre, plusieurs jeunes opposants ont été menacés de mort. Là aussi, la police anglaise a prévenu les personnes menacées, mais n'a rien fait de spécial contre le Rwanda. Ça, c'est des cas visibles, hein. Mais sinon, les menaces d'assassinat sont tous les jours proférées à notre égard, ou alors des campagnes de diffamation ou de harcèlement. C'est un cas à part. On n'a jamais vu un régime africain procéder de cette manière. Même Samuel Doe, on n'a pas poursuivi
les Libériens à l'étranger pour les assassiner. Et Kagame le fait tous les jours. En Donc, Ouganda, ce que vous essayez, oui, Monsieur l'ambassadeur, c'est que vous essayez de nous expliquer que le Rwanda utilise parfois ses ambassades à l'étranger pour traquer les opposants du pouvoir. vous savez, nous vivons aux côtés de criminels hein, qui sont envoyés par le Rwanda dans nos pays, qui ne sont pas nécessairement des diplomates. Il y en a qui viennent pour telle activité, qui viennent soi-disant pour participer à une compétition sportive, ou pour se faire soigner, ou alors pour demander l'asile. Et aussitôt après, ils se transforment en tueurs. Ils retournent à l'ambassade, ils ont tous les papiers, ils repartent au Rwanda, ils reviennent. Et nous le savons, mais malheureusement, les gouvernements des pays dans lesquels nous sommes, notamment ici en France, ne font rien. La France, aujourd'hui, ne peut rien faire de répréhensible contre le régime de Paul Kagame parce que c'est son principal allié. Vous savez que c'est la France qui finance quand même la présence de l'armée rwandaise au Mozambique pour protéger ce qu'il y a là-bas comme gaz et pétrole et autres produits. Vous savez que c'est la France, avec l'Union européenne, qui finance la présence des troupes rwandaises en Centrafrique, au Bénin maintenant, et bientôt peut-être ailleurs. Donc, malheureusement, nous subissons les contre-coups de tous ces développements diplomatiques. Un criminel, au lieu de le sanctionner, eh bien, on lui déroule plutôt le tapis rouge. On l'encourage à poursuivre ces assassinats. En fait, on le protège. Je ne vous ai pas donné la liste de tous les rapports qui accusent Paul Kagame de génocide. Et on peut se demander comment, lorsque cela se passe dans un autre pays, même la Russie a subi plus de menaces que Kagame n'en a reçu. Kagame ne reçoit jamais de menaces. Regardez les rapports des Nations Unies pour les experts des Nations Unies sur la présence du Rwanda en RDC. C'est bien de faire des rapports, c'est bien d'accuser. Et puis après, quoi? Entre-temps, il y a des milliers, des centaines de milliers de Congolais qui meurent. Entre-temps, Kagame est assis sur plus de 12 millions de corps congolais, avec la complicité des Nations Unies, parce que les rapports sont là. Il y a même les noms de beaucoup de victimes, les lieux où les crimes ont été commis. Eh bien, tous ces rapports, le rapport mapping et les autres dont je vous ai parlé, ils sont tranquillement enfouis dans les tiroirs du secrétaire général des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Comment voulez-vous qu'on ne pense pas qu'il y a une campagne internationale pour supprimer la population de cette région? Tout cela est possible. On a déjà vu ça ailleurs. Lorsque quelqu'un tue des millions d'êtres humains en RDC, au Rwanda, au Burundi et même en Ouganda, parce que Kagame est parti d'Ouganda, mais à un moment donné, il était en froid. Il était presque en guerre contre Museveni, son patron, son parrain. Eh bien, lorsqu'il tue qui il veut, comme il veut, où il veut, et que les Nations Unies, soi-disant cette plateforme internationale pour la paix dans le monde, le laisse faire, comment pouvez-vous imaginer que nous, on puisse encore croire à ce qu'on appelle la communauté internationale ou à la justice internationale, lorsqu'elle ne concerne qu'une partie des citoyens de cette région des Grands Lacs? C'est la région la plus riche du monde en termes de richesse potentielle et réelle. Mais Kagame a transformé tout en propriété individuelle. Hein. Vous savez, aujourd'hui même, pendant que la guerre sévit dans le nord du Kivu, Kagame ne poursuit qu'un seul objectif: tuer les populations, les remplacer par de nouvelles populations venues d'ailleurs et piller les ressources de la RDC. Moi, j'ai toujours pensé, et je l'ai dit, j'espère que ceux qui ont des responsabilités en RDC le savent hein, mieux que moi, Kagame ne quittera jamais la RDC, mais alors jamais pacifiquement. Ça, jamais. Kagame quittera la RDC, le territoire du Congo, s'il en est contraint.
par les moyens militaires. Il ne négocie pas. Et quand il négocie, eh bien, il signe, mais le lendemain, il reprend la guerre. En fait, il fait tout pour faire traîner les choses. Eux, ils appellent ça, au Rwanda, ils appellent ça to keep busy. Ils vont garder, distraire l'adversaire. Ils vont le fragmenter en le divisant en morceaux sur des bases qu'on peut décrire, mais ça se ferait l'objet d'une autre émission peut-être, parce que c'est important de le dire. Et puis après, tout recommence comme avant. Kagame n'a jamais respecté aucun accord signé avec qui que ce soit. Jamais. Depuis 1990 qu'il a attaqué le Rwanda, le premier rapport qui avait été conclu, mais avant la signature du rapport final, en janvier 1993, et qui portait aussi sur la répartition ou le partage du pouvoir au niveau des deux armées, de l'armée rwandaise, du gouvernement donc, et de l'armée rebelle, et qui faisait la part belle aux troupes de Paul Kagame, qui étaient rebelles et minoritaires. Pendant qu'on allait signer ça, Kagame a engagé une attaque jusqu'aux confins de Kigali pratiquement, pour faire pression, alors que les autres disaient enfin, on va signer un accord de paix. Non, ce n'était pas son objectif. Quelque temps après, il a encore attaqué, il a occupé ce qu'on appelait la zone tampon, où se trouvaient des militaires internationaux et de l'OUA à l'époque. Il a occupé cela. À Kigali, on a été patient. Il y avait aussi beaucoup d'erreurs de la part du gouvernement rwandais, c'est clair, qui n'avait plus de poids, qui n'avait plus de force, qui n'avait plus de pouvoir réellement. Et à un moment donné, on avait l'impression que le pouvoir à Kigali était dans la rue à cause de cette guerre. Quand la guerre dure longtemps, Kagame le sait, ça dilue le pouvoir du gouvernement qui est sous justement les bombes. Et c'est ce que je crains d'ailleurs aujourd'hui pour Kinshasa. Si l'armée rwandaise et les armées qui sont avec elle et les supplétifs qui les accompagnent du M23, s'ils ne quittent pas le Nord Kivu, vous allez voir, ça va créer un climat délétère qui va se répercuter sur la marche du gouvernement à Kinshasa. Ça va diviser les gens. Les Ouazalènes qui sont là occupés à se battre contre les troupes rwandaises, ils vont commencer à rejoindre, ils vont commencer à se diviser. Les régions ou les provinces du Congo vont dire « Oh, ce n'est pas mon affaire, moi je suis à 2000 km, ça ne me concerne pas. » Et c'est cela que Kagame veut. Il veut continuer à balader les autorités congolaises qui vont aller à des conférences de négociations, très probablement, même si le président Tshisekedi a bien fait de préciser qu'il ne négocie plus avec le M23. Mais il peut négocier avec le Rwanda et ce sera la même chose. Ça va créer un climat délétère qui, bien sûr, permet à Kagame de naviguer, d'aller où il veut. Vous savez que les chefs du M23 et de l'armée rwandaise passent par Bunagana, se rendent en mission extérieure, font ce qu'ils veulent, et puis ils reviennent. Kagame organise des rencontres diplomatiques entre les représentants du M23 et du Red Tabara, qui sont les Banyamulenge, plutôt qui sont les Burundais envoyés de Kigali pour contourner et attaquer le Burundi. Tous ces gens-là, ils voyagent avec le passeport diplomatique rwandais ou ougandais quelquefois. Il leur obtient des rendez-vous diplomatiques partout dans le monde. Et à la fin de leur tournée, ils reviennent. C'est comme ça que Nanga, vous avez vu Corneille Nanga qui était, on l'a vu après plusieurs mois qu'il était entre Kigali et Kampala, on le voit à Nairobi. Les gens pensent, mais il est venu en hélicoptère, il est tombé comme ça à Nairobi. Non, non, non. Nanga était en train de tourner, il était à Kigali, il était à Kampala, il allait, il venait. Entre-temps, les autres se demandent où il est, ou entre-temps, certains prennent parti pour
ce monsieur qui proclame la guerre contre son pays, pourquoi pas? Mais sur base de faux arguments, je pense que ça ne devrait pas. Donc, il faut vraiment que cette guerre actuelle, nous avons parlé suffisamment des crimes que Kagame a commis et les autres aussi. Et la priorité aujourd'hui doit être, quoi qu'en disent certains experts, il y a des experts qui disent non, il ne faut pas que le Congo résiste, il faut que le Congo accepte de donner la parole au M23, qu'il les intègre dans l'armée congolaise, parce qu'après tout, la raison principale de la guerre au Nord Kivu, c'est la présence des FDLR. Mais enfin, soyons sérieux. Combien de fois on a vu les FDLR traverser la frontière pour aller se battre contre l'armée rwandaise? Moi, je n'en connais pas. Et puis, tout à l'heure, quand on en a parlé, vous savez, les chefs de l'armée rwandaise qui ont fui en 1994, pour beaucoup d'ailleurs, ils étaient plus âgés que moi. La plupart sont morts, soit assassinés dans les camps des réfugiés, soit kidnappés, soit rapatriés de force lorsqu'ils avaient adhéré au programme de DDR, programme de rassemblement, démobilisation, rassemblement et rapatriés de force. Hein. Ils ont été rapatriés à partir de Kisangani et d'ailleurs. Moi, j'étais en contact avec un ami qui était parmi eux. Il m'a dit, écoutez, grand frère, demain, on vient nous prendre. Ils les ont pris, déposés au Rwanda, et ce sont les Nations Unies qui l'ont fait. Les Nations Unies et le mécanisme de l'OUA. Eh bien, quand ils sont arrivés au Rwanda, ils les ont déshabillés, ils les ont, pour certains, mis en prison. Beaucoup ont été tués immédiatement, et d'autres ont été envoyés dans un camp d'endoctrinement idéologique. Et vous avez toujours le contact avec cet ami après ça? Vous êtes parlé? Non. Il a été parmi les premiers à être tué, j'ai suivi. Il a été tué. D'autres, ceux qui ont été conservés intacts, donc vivants, eh bien, ils ont été intégrés, soi-disant, dans l'armée du FPR, alors qu'ils étaient considérés comme des génocidaires, quelques jours avant. Ils ont été intégrés et ils ont été renvoyés au Congo. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, on va revenir sur ce point-là. Nous avons pu approcher plusieurs personnes qui nous ont dit cette hypothèse que la plupart des Rwandais qu'on a récupérés au Congo, ils sont allés au Rwanda, ils ont été lavés la tête, on les a endoctrinés, ils sont revenus au Congo. Alors, nous allons savoir un peu pourquoi ils doivent partir, revenir. Est-ce que c'est une manière de mettre toujours la pression sur le Congo? Voilà, ils sont toujours là, voilà, ils sont toujours là. Même si on le fait partir, on le revient. Prenons par exemple le cas de Laurent Kunda. Laurent Kunda a été au Congo et on voulait l'arrêter au Congo, on l'a retrouvé au Rwanda. Et après, c'est différent. Il faut que les gens comprennent que c'est un cas complètement différent. Parce que Laurent Kunda se battait. D'abord, c'est un ancien militaire rwandais. Okay. Il faut le savoir. Même si après l'intégration, il a appartenu à l'armée du Congo. Mais il a aussi appartenu à l'armée du FPR de Paul Kagame. Okay. Avant d'aller se battre au Congo, tout comme les autres, l'Intaganda est né au Rwanda. Et puis à un moment donné, c'était... Alors, on n'en a pas parlé, on n'a pas utilisé les termes, mais généralement, ceux qui ont été rapatriés de force au Rwanda, c'était des réfugiés Hutus, les anciens de l'armée rwandaise. Et Nkunda, Ndaganda et les autres, c'est des Tutsis qui ont participé à l'agression contre le Congo, aux agressions, qui ont participé au RCD, au CNDP et aux autres, comme Makenga. Ce sont tous des anciens de l'armée rwandaise. Ils se sont battus aux côtés de l'armée de Paul Kagame contre l'ancien gouvernement avant 1994. Oui, eux, ils sont du bon côté parce qu'ils sont petits. Eux, des Hutus, anciens militaires qui ont été rapatriés au Rwanda, qui ont été assassinés, c'était des Hutus, donc, et ils ont été renvoyés au Congo forcés.
On ne leur a pas demandé leur avis. Alors, un autre élément qu'il faut quand même souligner. L'ancien chef des FDLR, quand je dis chef, je dis le général, était le patron des FDLR. C'est quoi son nom? Il s'appelait comment? Il s'appelle le général. Oh, ça va revenir. Eh bien, il a été rapatrié au Rwanda par Kabarebe. Il a négocié, Kabarebe a expliqué comment il a négocié avec lui, comment il l'a rapatrié pour finir. C'était le premier des génocidaires, sur la liste des génocidaires accusés par Kagame. Et quand il est arrivé au Rwanda, il a été réformé, transformé en général, en héros. Et il a été réintégré dans la police rwandaise, nommé directeur des prisons. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il n'a jamais été inquiété comme génocidaire. Mais ceux qu'il a laissés derrière sont des génocidaires. Ouais, c'est ça c'est pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège. Les FDLR ne sont pas des génocidaires du tout. D'abord parce que, à supposer même qu'il y ait des génocidaires parmi les anciens membres des FDLR, mais les jeunes actuels, qu'on appelle les FDLR, ce sont des jeunes réfugiés qui ont entre 25 et 30 ans, c'est-à-dire qui n'étaient même pas nés parfois en 1994, mais qui ont été obligés de s'armer, hein, comme tous les réfugiés qui se sentent menacés. En RDC, il ne faut pas nécessairement travailler avec l'armée congolaise pour pouvoir acheter un petit fusil. Un petit fusil pour se défendre au cas où. Parce que le FPR, l'armée de Kagame n'a jamais arrêté d'attaquer les camps des réfugiés depuis 1994. Chaque année, même aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le Nord Kivu. Les jeunes Wazalendo, ils sont Nous avons même eu la chance, nous avons parlé avec l'un de leurs qui nous a un peu expliqué leur historique, comment ça a commencé. Les Wazalendo ne sont pas des anciens réfugiés rwandais. Ce sont des Congolais. Pour beaucoup, ce sont des Barundais, ce sont des Bahutus, ce sont des Banandais, ce sont toutes les tribus du Nord Kivu, et même d'ailleurs, sont représentées au sein des Wazalendo. Mais à Kigali, on les appelle des FDLR Interahamwe. Si vous n'êtes pas du M23, ou si vous n'êtes pas un ressortissant Tutsi du Nord Kivu, ou un Munyamulenge du Sud Kivu, eh bien, vous êtes Interahamwe. Le fils du président Museveni, le général Kainerugaba Muhoozi, il utilise 4 termes. J'ai essayé de suivre ces tweets. Hein. Il les appelle des sauvages bantous. Il faut absolument vaincre et exterminer. Il les appelle des Interahamwe, bien sûr. Il les appelle des FDLR. Il les appelle parce que chaque fois qu'on assistait à cette guerre, on dit, oh, c'est du Rwanda. Mais en fait, elle venait du Rwanda aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Je ne sais pas que le gouvernement congolais sait comment gérer cet aspect. Mais il y a cet aspect tribal qui, malheureusement, est utilisé par Kigali. D'abord, pour, soi-disant, pouvoir recruter des Tutsis ou des Banyamulenge du Kivu, pour les 2 Kivu, pour augmenter le nombre des rebelles M23 et Red Tabara en ajoutant les Burundais de l'opposition contre l'actuel système burundais, parce que Kagame veut punir le Burundi d'avoir aidé le Congo à chasser le M23. Eh bien, tous ces gens-là ne sont pas Tutsis du Nord ou Banyamulenge, ce sont pour Kagame des Interarabes. C'est un amalgame terrible. Si vous demandez à un Wazalendo, à un Muzalendo, parce qu'au singulier c'est un Muzalendo, si vous demandez à quelque Muzalendo que ce soit, ce que ça veut dire, il va vous dire non, c'est nous. Kagame nous appelle des Interahamwe, nous appelle des FDLR, parce que tout simplement, il veut se trouver un prétexte, un alibi pour rester au Congo. Ceux qui disent que les FDLR menacent le Rwanda, ils se trompent d'ailleurs dans une déclaration récente. Le général Kabarebe, qui est aujourd'hui le secrétaire d'État à la coopération régionale,
avait déclaré et expliqué comment l'armée rwandaise avait fini par exterminer les membres des FDLR et qu'il n'en restait rien. Et ceux qui sont là, ce sont des résidus, ou alors des blessés, ou alors des gens qui ne savent pas faire quoi que ce soit, et que de toute façon, à supposer même que les FDLR existe, disait Kabarebe, que s'ils attaquaient, il ne resterait pas 30 minutes, 1 heure sur le territoire rwandais. Et en réalité, quand vous vérifiez, Kagame a parlé d'un village à la frontière avec le Congo, Kinigi, je pense. Mais si vous demandez au gouvernement rwandais qu'ils vous disent combien de fois, dans quel secteur, sur quelle colline, dans quel village les FDLR auraient attaqué le Rwanda depuis 20 ans au moins, ils ne vous le diront pas parce qu'il n'y en a pas. Ceux qui sont là, je le répète, ce sont des réfugiés, peut-être armés, comme cela se passe dans beaucoup de pays, comme les réfugiés congolais en Angola ou ailleurs étaient armés pour ne pas se faire massacrer, comme les réfugiés. Enfin, on ne va pas revenir sur ces aspects techniques, mais effectivement, il y a des réfugiés qui sont armés, mais qui n'attaquent pas le Rwanda. Alors, monsieur l'ambassadeur, un élément important, si vous permettez. Un élément important, c'est qu'on oublie souvent que le territoire occupé aujourd'hui par l'armée rwandaise et le M23 appartient à la République démocratique du Congo. Kinshasa est le mieux indiqué pour vous dire qui sont les ennemis du Congo et qui sont ses ennemis. Je pense vraiment que si les FDLR menaçaient la sécurité du Congo, ils l'ont peut-être fait à un moment donné lorsqu'ils étaient pourchassés et tués par les fameuses opérations conjointes Kabila Joseph, hein, parce qu'ils les ont massacrés à plusieurs reprises. Eh bien, en ce moment-là, ils se sont défendus. Ce qui est humain aussi, on ne va pas se laisser tuer. Après 1996, 17, 18, 19, 2003, et le retour des opérations conjointes de deux armées, si vous pouvez vous défendre, vous le faites. Mais ils n'ont plus jamais attaqué le Rwanda. Et aujourd'hui, les FDLR ne constituent pas une menace à la sécurité du Congo. Ils ont toujours demandé d'être rapatriés pacifiquement, dans la dignité, parce que ce sont des réfugiés d'abord. Mais le Rwanda n'en veut pas. Rappelez-vous, il y a quelques années, 2-3 ans, non, l'année dernière déjà, le gouvernement congolais avait suggéré le rapatriement consécutif ou concomitant. Concomitant, c'est le terme que le ministre Lutundula avait utilisé. Le rapatriement concomitant des réfugiés rwandais et des réfugiés congolais au Rwanda, s'il y en a. Parce que la plupart des réfugiés congolais au Rwanda, ce sont des gens que l'armée rwandaise a envoyés au Rwanda pour recruter des rebelles. Donc, ce ne sont pas de vrais réfugiés. Mais supposons qu'il y ait des réfugiés, et je pense qu'il y a des réfugiés authentiques parmi ces gens-là. Même si, il y a quelques années, la police rwandaise en a tué 12 ou plus parce qu'ils voulaient rentrer dans leur pays. Donc, lorsque le Congo a proposé cela, après Luanda, je crois, le Congo a dit, écoutez, on va identifier les réfugiés rwandais au Congo. Nous sommes prêts à les envoyer dans leur pays, mais on ne les traite pas comme des animaux. Ils doivent rentrer comme des êtres humains dans la sécurité et dans la dignité qui est due à toute personne humaine. Nous voulons aussi que les réfugiés congolais qui sont présents, s'il y en a, soient identifiés avant de rentrer dans leur pays. Le problème, c'est que le Rwanda ne veut pas qu'on identifie ces réfugiés. Parce que ce sera souvent des Rwandais qui viendront au Congo pour occuper des terres et qui ne sont pas vraiment des Congolais. Oui, c'est tout un mensonge. C'est vraiment un petit mensonge. On pourra, si vous êtes d'accord, faire d'autres émissions. Aujourd'hui, c'était comme une introduction, mais on pourrait, secteur par secteur, parler, donner des preuves. Vous me demandez éventuellement avant de vous apporter des vidéos ou des documents. Et ça vous permettra de poser des questions en ayant effectivement des éléments qui peuvent convaincre nos auditeurs et vos téléspectateurs.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour toutes ces informations pertinentes. Je pense que nous allons partir étape par étape. Nous allons vraiment élargir cette conversation pour aider le public à comprendre un peu cette situation de Grand Lac, qu'est-ce qui pourrait être une solution. Mais avant de finir, puisqu'on a fait déjà presque une heure quelque chose, vous avez dit on a toujours accusé la France de fermer les yeux face au massacre, mais vous venez de témoigner que la France a fait son travail correctement parce qu'il est venu en force de maintien de l'ordre, en observation. Il ne pouvait pas défendre les Tutsis et les Hutus. Donc, il a fait son travail. Donc, la France est quitte. Vous, vous êtes Rwandais et vous confirmez que la France a exercé sa mission en bonne et due forme. En bonne et due forme. Tout à fait, je confirme. Je vais même vous dire que ceux des Tutsis originaires de chez moi, notamment de ma famille, qui ont eu la vie sauve en 1994, ils ont été sauvés par les jeunes militaires français, sénégalais, tchadiens et autres, parce que les Français n'étaient pas seuls. Ils ont eu leur vie grâce à l'intervention de Turquoise. Ils ne les connaissaient pas, ils ne l'ont pas fait parce que j'étais le cousin ou le neveu ou l'oncle de tel ou tel, non. Tous ceux qui ont eu la vie sauve en ce moment-là, c'est grâce à la France. Je connais une famille Tutsi qui a été sauvée par Turquoise et qui était vraiment presque sur le point d'être massacrée, cette famille-là. Eh bien, une des dames qui a eu la vie sauve, qui a été transportée en hélicoptère par les troupes de Turquoise, jusqu'à avoir la vie sauve. Finalement, elle est venue vivre en France. Eh bien, je vais vous dire que le gouvernement de Kagame l'a recrutée dans l'association Ibuka, c'est-à-dire Mémoire. Et on lui a demandé de commencer à dire que les Français, les militaires de Turquoise l'avaient violée. Faux, complètement faux, parce que j'ai eu son frère qui est en Europe aussi, qui m'a tout raconté. Que sa sœur a été retournée et que le régime de Kigali l'a forcé à aller accuser la France. Moi, j'ai une cousine qui, en 2006, a été convoquée par un substitut de préfecture chez nous, là, qui m'a dit, écoute, il y a un rapport qui est sorti, c'était le rapport Brugger, hein, qui montrait que c'est Kagame qui avait fait abattre l'avion du président Habyarimana. Donc, on a dit à ma cousine, écoute, c'est grave, on te demande de servir notre pays parce que les Français sont en train de raconter que c'est le FPR, c'est le président Kagame qui a assassiné Habyarimana et donc la situation est grave. On lui a dit pareil, hein, d'aller raconter, témoigner qu'elle avait été violée par des militaires de Turquoise au camp de Nyarushishi où étaient rassemblés les réfugiés Tutsis. À ce moment-là, tous ceux qui étaient sauvés à gauche, à droite, étaient rassemblés dans ce cas et il y avait des dizaines de milliers de Tutsis sauvés et qui étaient rassemblés dans ce camp. Alors je lui ai demandé, parce qu'à la fin, au lieu de mentir, essaie de partir. Elle est venue en Europe, et là qu'elle m'a tout raconté, y compris le nom du substitut qu'il avait convoqué, il avait menacé, il avait fait des promesses. C'est comme ça. Quand les Congolais disent que nous utilisons le Bwenge, normalement c'est un mot noble, Bwenge, ça veut dire intelligence. Mais c'est une intelligence nocive. Une intelligence pour transformer la vérité, le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Et ça, c'est vraiment très dommage pour notre culture qui a été, à mon avis, salie par tous ces mensonges-là. Nous y reviendrons, mais je peux vous garantir que les Français ont sauvé, nous disons souvent les Français, parce qu'on oublie effectivement qu'il y avait aussi des Sénégalais qui accompagnaient les Français dans la mission Turquoise.
les Tchadiens, les Centrafricains. Je pourrais vous donner la liste de tous les pays intervenus au Rwanda, dans le sud-ouest et dans l'ouest. Eh bien, s'ils n'étaient pas venus, je vais vous dire, il n'y aurait peut-être pas eu de survivants. Donc, après l'avoir félicité et remercié d'être intervenu pour sauver les Rwandais, mais eux, ils disaient des Tutsis. C'est vrai qu'en ce moment-là, dans la zone en question, la mission qu'ils avaient, c'était de sauver toutes les personnes menacées. D'abord les Tutsis. Après donc avoir remercié la France, félicité, une fois qu'ils ont sorti que la France, après plusieurs années d'enquête, a conclu que l'avion du président avait été abattu par des escadrons envoyés par Paul Kagame à un endroit bien précis. Paul Kagame a changé. Il a dit, si vous dites ça, désormais je vous considère comme des génocidaires. Jusqu'à des pressions, Sarkozy en 2010, l'Italie, reconnaître que la France avait commis des erreurs d'appréciation. Et aujourd'hui, il y a 2 ans, le président Macron qui est allé à Kigali sur base du rapport du Clerc qui n'avait jamais mis les pieds au Rwanda, qui ne connaissait pas. Vous savez, tous les éléments que nous avons communiqués au professeur du Clerc, des documents très importants. Tous ces rapports, moi je me suis mis en contact avec le professeur du Clerc, qui était chargé par le président Macron de tout faire pour réconcilier le Rwanda et la France, tant mieux, mais pas sur base de mensonges. Tout ce que j'ai communiqué à cette commission n'a jamais été intégré dans le rapport, par exemple. Bon, je n'en fais pas un contentieux, mais quelque part, c'est une trahison. On a trahi l'histoire et on continue. C'est une trahison. Les Nations Unies ont trahi le peuple rwandais en cachant tous les rapports qui impliquent Kagame dans les assassinats, et dans les massacres, et dans les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide commis au Rwanda et en RDC. Ces rapports existent. Et ils les ont tous placés dans des tiroirs. Et une fois, j'avais dit que le tiroir du secrétaire général et les tiroirs du Conseil de sécurité étaient des cimetières vivants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Ma dernière question sera, vous êtes rwandais. Aujourd'hui, les gens accusent l'armée congolaise de soutenir le FDLR. J'ai interrogé les gens qui ont dit que l'armée congolaise soutenait le FDLR. Voilà pourquoi Kagame continue à insister sur ça. Je suis journaliste. Mon rôle, c'est d'apporter de preuves en amenant des experts, des gens qui maîtrisent ces sujets pour nous dire leur version des faits. Moi, je ne suis pas là pour arbitrer. Oui, c'est ce qui s'est passé. Non, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes les experts. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Parce que j'ai interrogé un professeur d'anglais avant vous qui a dit ça. J'ai dit, il faut que je balance cette histoire. Quelle est votre version des faits par rapport à ça? Est-ce que vous acceptez cette information? Non, c'est du n'importe quoi, parce que j'ai beaucoup de respect pour les professeurs, pour les chercheurs, venus de Londres, de Washington, de Pretoria, de Norvège, de Danemark, de Paris d'ailleurs. Mais souvent, c'est des gens qui ne comprennent pas notre culture. À l'époque, les Rwandais disaient, si vous voulez mentir à quelqu'un, ce ne sera pas moi. Hein. Cherchez un blanc ou un indien, mais pas moi. Comment peut-on aujourd'hui accuser l'armée congolaise d'aider les FDLR? À faire quoi? Parce que c'est ça la question. Aider les FDLR à faire quoi? Les FDLR ne se battent pas contre l'armée congolaise. Les FDLR ne se battent pas contre l'armée rwandaise. Sauf quand elle vient massacrer les réfugiés rwandais
là où ils sont dans les forêts. Si effectivement on cherche à exterminer les réfugiés rwandais ou les FDLR, comme Kagame le souhaite, ben, dans ce moment-là, ces experts-là, auraient quelques raisons de dire ah, il faut absolument les tuer, il faut les livrer pieds et mains liés à Kagame. Mais alors on se demanderait, mais les FDLR ne se battent pas contre l'armée de Kagame. Ils n'ont jamais. Dernièrement, je vous ai dit, ils ont accusé les FDLR d'avoir tiré sur Kimini. Au début, ils ont dit que c'est l'armée congolaise qui l'avait fait. Après, ils ont dit non, c'est les FDLR. Ils ont tiré d'où? Est-ce qu'ils sont venus sur le territoire rwandais? Le Congo a toujours tout fait pour empêcher que l'armée congolaise ou des opposants rwandais traversent la frontière pour aller au Rwanda. Et la dernière fois que ça a eu lieu, c'était en 97. Et en 97, lorsqu'il y avait une sorte de cafouillage au Congo, les anciens militaires qui se sentaient poursuivis et menacés, ils ont traversé au nord. Plus jamais. Kabarebe lui-même, le président Kagame lui-même l'a dit. Il n'y a plus de FDLR. Nous les avons exterminés, il n'y en a plus. Tout ça, c'est des prétextes. Sauf que, comme je vous l'ai dit, pour Kigali, les Wazalènes sont des unités arabes. Les Wazalènes sont des FDLR. Dans la rhétorique de Kigali, parce que nous suivons les déclarations du Rwanda en français, quand ils ont un porte-parole qui parle français, mais surtout les déclarations de Kagame et de Kabarebe. C'est Kabarebe vraiment qui est le porte-étendard de ce genre de déclaration. Il a tout dit. Il a tout dit. Récemment, il a fait un discours où il disait exactement ceci. Kabarebe est le général, celui qui a été chef d'état-major. En RDC, celui qui est venu avec le président Kabarebe, qui est secrétaire d'État à la coopération régionale. Mais en fait, c'est le général chargé de toutes les opérations de déstabilisation de la RDC et des pays voisins. C'est ça son rôle actuel. Il a dit, écoutez, nous sommes responsables de beaucoup de choses dans la région. Nous avons commis des crimes. Tout le monde maintenant sait qui nous sommes. Et il a dit, je traduis, hein, il a dit, si nous devions fuir, par exemple, si nous étions menacés pour des raisons différentes ou des raisons que je ne cite pas, où est-ce qu'on pourrait fuir puisque nous n'avons de bonnes relations avec personne de nos voisins? Nous ne pourrons pas aller au Burundi, nous ne pourrons pas aller en RDC. Même en Ouganda, d'où nous sommes venus, nous ne pourrons pas y aller. On ne pourra pas s'exiler vers la Tanzanie. On ne pourra pas... Kabarebe lui-même dit, nous avons commis des atrocités dans toute la région, de notre région. Il le disait devant des cadres, des jeunes cadres du FPR. Mais vous savez, la chance que nous avons, c'est que parmi tous ces jeunes qui assistent à ce genre de réunions, de meetings, il y en a qui ont leur petit téléphone, ils filment ça et qui nous envoient. Est-ce que vous pouvez nous envoyer tous ces éléments comme des preuves, comme des rapports, notre rôle aussi, c'est de partager la vérité, quoi. Ce n'est pas de cacher ça, ça ne sert à rien de le garder de vers soi. Nous allons partager avec ceux qui souhaitent. D'ailleurs, vraiment, je vais vous dire merci pour avoir pris l'initiative d'intéresser votre chaîne qui se trouve en Afrique de l'Ouest à l'actualité d'Afrique des Grands Lacs. C'est très important. Il faut que les autres Africains sachent que Kagame n'est pas le panafricaniste qu'ils pensent. Il ne faut pas qu'ils imaginent que Paul Kagame, c'est cet humanitaire qui récupère des malheureux, des réfugiés africains en Libye, ou des Pakistanais, des Afghans, des Érythréens en Grande-Bretagne. Ce n'est pas un humanitaire. Tout ça est payé et rémunéré
Rubis sur ongle. Il faut qu'ils le sachent. Ce n'est pas de l'humanitaire. Certains sont arrivés à l'appeler Tipo Tipo, mais on ne va pas parler de Tipo Tipo aujourd'hui. Tipo Tipo, c'est ce Zanzibarite qui vendait des esclaves dans notre région, surtout dans la région du sud de, euh, entre le sud Kivu et le Katanga, qui avaient reçu des plantations des Européens parce qu'ils leur vendaient, ils leur revendaient, ils faisaient du trafic d'êtres humains. Les Congolais esclaves. C'était quelqu'un qui était venu de Zanzibar pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, c'est Kagame qui s'en occupe. C'est Kagame qui s'en occupe et il est très bien payé pour ça. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons vous inviter prochainement pour continuer encore. Nous allons décortiquer cette histoire du Rwanda, ces problèmes du Grand Lac. Nous voulons que l'opinion internationale et locale, le pays africain, puisse comprendre un peu ces mystères du Grand Lac. Et nous allons faire plusieurs épisodes pour expliquer en détail ce qui se passe. Envoyez-nous tout ce que vous avez comme témoignage, comme élément. Nous allons faire des enquêtes aussi. Nous allons demander à d'autres personnes aussi de nous traduire ce qui sera en Kenya-Rwanda pour nous expliquer ce qui se dit vraiment, pour que nous puissions vraiment être crédibles dans tout ce que nous allons apporter pour nos téléspectateurs. Et quel sera votre... Mieux, ce qu'on peut faire aussi, mieux, c'est d'inviter des personnes originaires de la région des Grands Lacs, hein, parce qu'il y a beaucoup de Congolais victimes qui peuvent raconter beaucoup de choses. Les témoignages, les rapports des Nations Unies, c'est bien. Mais quand ça vient de victimes humaines qui ont souffert de ces atrocités dans leur sang, dans leur chair, eh bien, je pense que ça vaut la peine. Alors, on ne va pas terminer quand même sans que j'envoie un message à mes compatriotes. Effectivement, d'abord en vous remerciant de m'avoir invité. Hein. Je ne suis pas là en tant que porte-parole de qui que ce soit dans cette émission, même si je suis porte-parole de plusieurs organisations rwandaises en exil. Eh bien, j'ai plus un message en direction de Paul Kagame et de son gouvernement. Monsieur Kagame, on se connaît, même si on ne s'est pas vraiment beaucoup connu, mais pour moi, c'est peut-être quelque chose qui m'a permis de voir clair. Il faut arrêter la guerre. Il faut absolument retirer l'armée rwandaise de RDC. Vous ne serez jamais attaqué par les FDLR ou par quelques forces rwandaises parties du Congo. Nous le savons tous et vous le savez aussi. Ce qu'il faut faire pour alléger la souffrance du peuple rwandais, aussi bien le peuple en exil que le peuple de l'intérieur, il ne dort plus, il s'attend tous les jours à des bombardements. Surtout depuis que le président Tshisekedi a annoncé que si vous poursuivez, il va aussi en prendre à Kigali. Et à votre avis, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez dans l'intérêt de la paix régionale. Arrêtez de massacrer les Congolais sans raison aucune. Arrêtez d'aller piller le pays voisin. À l'époque, avant 1994, le Rwanda et le Congo vivaient en bonne entente. Ils avaient une communauté commune, c'était elle. Le Rwanda, c'est vrai, c'est un pays pauvre, mais le Rwanda n'a jamais été jusqu'à aller piller les richesses du Congo. Les Rwandais vivaient dans la simplicité, dans la pauvreté peut-être. Aujourd'hui, la population s'est multipliée par 2 fois ou plus. Eh bien, nous sommes convaincus que dans notre pauvreté, mais avec le courage des Rwandais qui savent travailler, qui aiment travailler, les Rwandais peuvent s'en sortir sans devoir aller piller les richesses du Congo. En plus, non seulement vous pillez les richesses du Congo, mais vous cultivez aussi la haine entre nos peuples. Vous cultivez la haine entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Entre le peuple congolais
et les peuples de la région d'ailleurs, parce que vous avez fragmenté toute la région, ce n'est pas que le peuple congolais. Vous avez mis face à face les pays de la région qui vivaient en paix, l'Ouganda, le Congo, le Burundi et l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda, bien sûr, la Tanzanie qui ne parle pas beaucoup mais qui sait de quoi il s'agit. Il faut arrêter cette guerre et tout le monde y trouvera son compte. Je suis certain que si la guerre du Rwanda s'arrêtait demain, le prétexte des FDLR disparaîtrait. On parlerait de rapatriement des réfugiés. Et moi, les FDLR ne demandent que ça depuis des années. Ils ont toujours demandé d'être rapatriés, mais après avoir quand même discuté, en tant qu'êtres humains, qu'on leur dise de rentrer et à quoi ils vont s'en tenir dès l'arrivée au Rwanda. C'est tout à fait normal. Et donc, remettez la balle à terre, on va discuter, mais il faut d'abord retirer les troupes d'agression et d'invasion, d'occupation et de balkanisation du territoire congolais. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je m'adresse aussi bien sûr à tous vos collaborateurs, tous vos militaires, les jeunes Rwandais qui meurent tous les jours au Congo. D'ailleurs, c'est presque toujours des enfants du peuple, des enfants des pauvres. Vos fils sont aux États-Unis, sont dans d'autres pays, sont au Canada. Vos femmes sont parties depuis longtemps. Vous envoyez des jeunes Hutus, des jeunes Tutsis mourir en RDC, sans raison. C'est tout ce que j'avais comme message à nos frères congolais. Je dis que nous sommes à leur côté, malgré que nous soyons des ressortissants rwandais, mais dans ce conflit, dans cette guerre, nous sommes aux côtés des Wazalendo, nous sommes aux côtés des FARDC et du peuple congolais en général, quoi qu'il en coûte. Je vous remercie beaucoup, M. Biantoine. Amis téléspectateurs, vous avez suivi notre débat chaud avec l'ancien ambassadeur rwandais qui nous a expliqué un peu la vraie problématique de la région des Grands Lacs. J'espère que vous êtes nombreux à suivre ces émissions. Les autorités congolaises, les autorités rwandaises, je pense que le message a été bien véhiculé. Le problème du Congo, comme l'ambassadeur vient de le dire, c'est la politique du Rwanda. Ce n'est pas la population rwandaise, c'est la politique du Rwanda. En tant que journaliste, mon rôle, c'est d'amener des personnes qui vont vous donner de la matière pour comprendre un peu cette problématique dans la région. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.